Dans ma tête, depuis tout petit, c'était sûr que j'allais revenir au domaine. J'y gagne plus aujourd'hui à être passé par autre chose. Tu as perdu une belle partie de ta récolte voilà, sur la vendange 23. Les derniers qu'on a plantés, c'est de l'albarigno et du chenin. Donc l'albarigno, un cépage de Galice. Trouver des pistes pour travailler avec le vivant aussi autour de nous, pour améliorer en fait la santé globale de nos sols, de nos vignes et travailler là-dessus, quoi. Salut tout le monde, c'est Hugo, vous êtes bien chez Baltaz, le podcast qui part à la rencontre des vignerons et des vigneronnes qui font le vin à travers la France. Parce que ma conviction, c'est que lorsqu'on connaît la personne qui fabrique le vin, on le connaît mieux, le comprend mieux, et surtout il devient meilleur. Aujourd'hui, étape chez Simon Gerber, dans le sud-ouest, à Beaumont-sur-Lèze, 25 km au sud-ouest de Toulouse. Je vous laisse donc pour une discussion avec Simon, enregistrée en début d'automne chez lui, au domaine de Ribonnet. L'histoire d'une transmission, d'une exploitation bio située hors appellation. L'histoire d'un bonhomme dont l'humilité n'a d'égal que sa créativité et sa polyvalence, avec pas moins de 14 cépages cultivés. Simon reçoit au domaine, donc si vous êtes dans le coin, passez-y. Sinon, vous pouvez retrouver certaines de ces cuvées dans nos coffrets sur baltaz.co. Si vous aimez, pensez à noter et partager ce contenu pour aider le projet à grandir. Je vous souhaite une bonne écoute. Donc on est au domaine de Ribonnet, sur les coteaux de Beaumont-sur-Lèze, avec Simon. Salut Simon. Salut Hugo. Voilà, alors je l'ai dit avant, tu es un peu mon crash test, je démarre par toi, on se connaît un petit peu parce que tu n'habites pas du tout loin de chez mes parents. Je connais ton vin depuis plusieurs années parce que mes parents en boivent depuis plusieurs années. C'est eux qui m'avaient fait découvrir notamment une cuvée mémorable, le Pinot Noir en 15, qui est resté dans l'esprit de tout le monde dans ma famille. Alors c'était peut-être encore ton père qui vinifiait à ce moment-là. C'est la première co-vinification qu'on a fait ensemble, ouais. Ouais, voilà. Voilà, avant de commencer, est-ce que je peux te proposer de te présenter, Simon? Ouais, bien évidemment. Simon Gerber, né à Toulouse, et puis j'ai grandi ici au domaine de Ribonnet avec mes parents et mes deux sœurs. Donc à mes 18 ans, j'ai fait des études classiques, collège, lycée, bac général. Je suis parti ensuite une année en Angleterre pour approfondir mon anglais dans le but d'intégrer une école hôtelière en Suisse. Alors, il faut savoir qu'on est d'origine suisse, mon papa est d'origine suisse, ma maman est d'origine autrichienne, et mon père est arrivé ici sur le domaine à 18 ans. Donc globalement, moi je suis reparti en Suisse faire mes études d'hôtellerie pour deux raisons. La première raison, c'est que la partie hôtellerie, le voyage, les langues étaient quelque chose qui m'intéressait assez fortement quand j'étais jeune. Donc pas vigneron, a priori. Donc, pas vigneron dans ce que je comptais faire au début, non, pas forcément. Et donc j'ai fait cette école hôtelière qui m'a amené justement un peu plus vers la partie viticole, on va dire, en tout cas l'appréciation du vin. Et donc j'ai fait mon deuxième stage d'école hôtelière au Chili, en Amérique du Sud, et où j'ai fait l'option de faire mon stage dans une structure, on va dire, plutôt œnotouristique, qui était dans un domaine de 150 hectares, tout en biodynamie. Et donc voilà, j'étais surtout sur la partie tourisme, on va dire, forcément liée à mes études. Mais j'ai pu, pendant 2 mois du stage, faire tout ce qui était les visites de chai, et donc être vraiment en contact du maître de chai, des personnes qui y travaillaient. Et tu considères que là, c'est ta première finalement, parce que ici, ton papa faisait du vin, mais... Alors effectivement, mon papa faisait du vin ici, j'étais présent, mais finalement, au moment des vendanges ou quoi, on était à l'école, donc ouais. on pouvait pas vraiment participer, quoi. Ah ouais, ok. Donc première expérience en Amérique du Sud. Alors ouais, c'est intéressant. Pourquoi, bon, tu l'as dit, pourquoi l'hôtellerie, mais du coup jeune, a priori pas du tout l'envie de reprendre le domaine ou... C'était pas du tout l'envie. Dans ma tête, depuis tout petit, c'était sûr que j'allais revenir au domaine. Après, sous quelle forme, ça je savais pas encore réellement. Oui, parce qu'on n'en a pas parlé, on est dans un lieu absolument magnifique, absolument colossal. Il y a un château du 15e, je crois. C'est absolument immense. Donc effectivement, je comprends ton point de vue par rapport au fait qu'effectivement, dans le domaine de l'hôtellerie, il y aurait des choses à faire ici aussi de dingue, certainement, quoi. C'est ça, il y a effectivement, il y aura un gros potentiel hôtelier, mais là pour l'instant n'est pas la question. Je crois que ce qui était important pour moi quand j'étais petit, c'était que j'ai vu
on va dire, tout le travail accompli par mes parents, sachant que quand ils ont débarqué, c'était beaucoup de choses étaient, les bâtiments étaient plutôt en ruine, la partie viticole était aussi à l'abandon, donc c'était beaucoup de friches, et donc c'est plutôt cette volonté de revenir au domaine pour donner une continuité à ce que mes parents avaient fait. Ok, ouais. Et c'est que donc du coup, un peu plus tard, donc pendant mes études, que j'ai réalisé que finalement ça m'intéressait de devenir vigneron. Et c'est dans des discussions avec mon père, un peu à distance, par téléphone, qu'on a convenu ensemble qui m'attendent, que j'allais revenir. Mais c'est marrant, alors ça veut dire que t'es pas ton papa, parce que moi j'ai l'image un petit peu de l'enfant qui est forcément préparé, cadré, même si les parents, je pense que tous les parents ont envie de laisser un espace de liberté à leurs enfants, mais du coup là, toi le tien, comment ça se passe en fait à 18 ans quand tu dis je veux faire hôtellerie Ça se passe tout naturellement avec mes parents. Je pense que j'ai jamais été forcé à faire une école agricole ou une école viticole. Mes parents ont toujours respecté nos choix. Et donc je n'ai jamais eu aucune pression de revenir sur le domaine et d'être vigneron et de reprendre coûte que coûte. Tu dis nos choix, t'as des frères et sœurs? J'ai 2 grandes sœurs qui sont parties, elles, dès l'âge de 16 ans en fait, du domaine. Une qui est partie plutôt dans l'art et l'autre... Enfin, les 2 sont partis un peu dans l'art au début, mais les 2 font quelque chose qui est absolument pas agricole aujourd'hui, quoi. Ok, intéressant. Et donc, effectivement, on peut s'imaginer que j'étais un peu le petit dernier, donc l'unique chance qui reposait... pour que le domaine perdure, mais j'ai jamais eu d'obligation dans ce sens-là. Ok, c'est intéressant, c'est intéressant. De toute façon, le fait que tes sœurs aussi soient parties tôt, ça montre qu'à mon avis... tes parents ont su finalement quand même vous ouvrir les yeux, vous ouvrir à d'autres choses et vous donner envie de faire d'autres choses. Et, c'est hyper intéressant. C'est peut-être un point fort aussi aujourd'hui d'avoir vu tout ça. Est-ce que tu dirais que ces expériences-là en Suisse et tout, ça... Pour moi, c'est clairement un point fort. Enfin, je préfère avoir fait une autre expérience plutôt que d'être resté dans une voie qui aurait, comme une voie toute tracée. J'aurais pu partir en apprentissage dès l'âge de 16 ans, faire que de la vigne, ensuite continuer avec une autre école plus œnologique. Enfin bref, ça aurait été... Et je pense que j'y gagne plus aujourd'hui à être passé par autre chose que d'avoir une voie toute tracée dès le début. Et il y a maintenant une petite partie un peu, puisque tu as un gîte, je crois, ici, c'est oui, ça, une toute petite partie, on a un gîte d'accueil. Bon, bien sûr que la partie hôtellerie ou restauration, ça reste toujours un peu dans un coin de ma tête. Pour l'instant, je ne m'en sens pas prêt. Je pense que j'ai d'autres priorités, on va dire purement sur ce qu'on fait, sur nos produits. Mais que, pourquoi pas, à terme, on ne sait pas ce qui peut se passer, greffer une partie plus, on va dire, d'hospitalité en fait, au domaine, quoi. Ok. Bon, du coup, toi, tu reviens ici donc en 2015, c'est ça 2015. Encouragé, pas encouragé par ton papa, mais avec ton papa qui t'a sollicité pour voir si tu étais ok de reprendre. Là, la décision, elle se prend comment? Ça prend combien de temps? Parce que bon, c'est quand même, c'est pas un CDD de 12 mois là quand on reprend un truc comme ça. Non, effectivement. Donc, comment elle se prend cette décision? Combien de temps elle prend? Est-ce que dans un coin de ta tête, en fait, tu savais déjà? Je pense qu'effectivement, dans un coin de ma tête, je savais que je voulais revenir. Et puis c'est pendant mes études que je me suis rendu compte que, en fait, oui, j'ai aussi envie de faire du vin, j'ai aussi envie de vinifier. Et puis finalement, notre domaine, il tourne comme ça. Et donc c'est plutôt moi qui, on va dire, qui ai pris le téléphone et qui ai exprimé le souhait à mon père de reprendre, en tout cas de revenir au domaine pour qu'il m'apprenne. Pour qu'il passe le flambeau. Et du coup, dans l'autre sens, ça se passe comment pour ton père? Et dans l'autre sens, je pense que lui, en fait, j'ai senti aussi qu'il il arrivait à l'âge de 18 ans. Quand je suis revenu, il en avait 58. Donc ça faisait déjà plus de 40 vinifs. Il avait déjà 40 vinifs, on va dire, dans les pattes. Et je crois que j'avais senti un petit peu qu'il était fatigué, surtout qu'il venait de passer une période un peu difficile au niveau
du vignoble, puisque c'est quelques années en fait, autour des années 2010, on était très touché par la flavescence dorée. Donc on pourra peut-être revenir plus en profondeur sur ce qu'est la flavescence dorée. Ouais. Mais il a dû arracher une quinzaine d'hectares de vignes, et c'était, je pense, un coût au moral qui était assez important. 2010, tu me dis. Donc là, C'était il avait autour des 50 années ans. 2010, ouais. Oui, il avait un peu, entre 50 et 55 ans. Ok. Et je sentais qu'il y avait un coup de motivation un peu en moins. Et donc ça, je pense que c'est aussi quelque chose qui m'a touché. Et donc je l'ai un peu poussé pour qu'il attende que je finisse mes études et qu'on vinifie ensemble, quoi. Ok, donc tu reviens ici. Toi, t'as quel âge au moment où tu reviens ici? Eh ben, je reviens ici, j'ai 23 ans. Ok. Et tu te retrouves dans une position de quasi-stagiaire de ton papa, il doit t'apprendre les choses, mais en même temps, tu arrives avec un bagage de formation peut-être plus théorique. Quoi qu'au Chili, tu as aussi... En fait, j'arrive sur un bagage, on va dire, non viticole, non œnologique, mais effectivement, quand j'étais au Chili, au moment où je faisais ces visites de chais, en fait, tous les temps libres que j'avais, je passais mon temps dans les bouquins, sur Internet, à commencer à comprendre comment on fait du vin. Et à côté de ça, j'étais dans cette très belle cave. Ça me permettait aussi de poser des questions et puis d'en comprendre un peu plus. Donc on va dire que j'ai vraiment commencé tout seul dans les bouquins, quoi, un petit peu. Ok, et quand tu arrives et que tu confrontes, parce que forcément, comme tu l'as dit, 40 vinifs, il y a quand même des habitudes de travail. C'est ça. Et quand tu arrives, c'est comment? C'est aligné avec ce que tu as vu dans les bouquins? Ça va? Ou il y a une grande distance? C'est de la négociation tout le temps? Non, c'est très aligné. Enfin, en tout cas, j'allais pas contredire mon père, puisque l'idée c'était d'apprendre sa méthode à lui et de savoir que cette méthode-là, quand je serai plus à l'aise, je pourrai l'adapter. Donc c'est plutôt de l'écoute, beaucoup d'observation et apprendre petit à petit. Et surtout ne pas se précipiter. Ça demande beaucoup de patience. Enfin, de toute façon, c'est un métier de patience, puisque finalement, on n'a qu'une chance, ou qu'une opportunité par an de vinifier. Et puis voilà, je dirais que peut-être le plus compliqué au début, c'était d'apprendre à être patient, en fait, finalement. Que tout ne se faisait pas au rythme que l'on souhaite nous, mais plutôt au rythme de la nature, de certains cycles et de la cave. Et du coup, tu dis 15 premières co-vinifs. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout le travail est fait à deux et tu es à côté de ton papa, ou il te laisse des secteurs, il te laisse des cuvées, comment la transmission se fait? Alors je pense donc c'est 3 co-vinifications, donc 2015, 2016, 2017. On va dire que 2015, 2016, on a vraiment vinifié ensemble, on faisait vraiment les choses ensemble, quoi. Donc puis de toute façon c'est pratique, enfin il faut souvent être deux dans une cave pour faire les choses. Et je dirais que 2017, on a aussi vinifié ensemble, mais il a commencé à me laisser de plus en plus... il m'a laissé faire sans forcément contrôler. Et une fois que les vendanges, on va dire toutes les fermentations étaient terminées en 2017, c'est là où on va dire qu'il s'est retiré de la cave et qui m'a fait très vite confiance. Il m'a dit, bon, désormais, tu as l'air prêt, donc je vais pas être dans tes pattes plus longtemps, quoi. Incroyable, on sent chez toi beaucoup de respect et d'être aligné avec la méthode avec laquelle il t'a transmis. On a l'impression que ça a roulé, en fait, que ça s'est passé... que vous étiez aligné sur les décisions et qu'il a été pertinent dans sa façon de faire. Oui, je pense qu'il a été très pertinent, parce que je pense que ça découle aussi un peu de ce que lui, il a vécu quand il est jeune, puisque quand il est arrivé, il avait 18 ans. Son papa n'était pas forcément présent tous les jours non plus. Et puis, il a dû se débrouiller seul, quoi, en fait. Je crois que finalement, c'est un des meilleurs apprentissages qu'on peut donner à l'enfant ou à n'importe qui, en fait. C'est se retrouver seul face à ses propres décisions, et c'est en faisant qu'on apprend. Parce que du coup, c'est ton grand-père qui rachète ici? C'est mon grand-père qui achète, mais vraiment pour que mon père puisse s'installer, en fait. Ouais, donc il arrive ici et directement, il a les responsabilités de redémarrer de zéro. Du coup, c'est tu ça. disais, le vignoble Exactement, n'a pas été entretenu pendant plusieurs années, quoi. Ok.
Ok, ultra intéressant. Bon, et après, du coup, à partir de 17-18. Et puis à partir de 17-18, ben, ça se met en place. Il y a aussi, bon, là on parle beaucoup du chai, mais pendant toutes ces premières années, ben, il faut aussi apprendre à travailler la vigne, Ouais. à observer la vigne. Là, j'ai eu la chance quand même d'être accompagné par les deux personnes qui étaient en place à la vigne, qui m'ont appris finalement. Donc, Elles sont encore là aujourd'hui? Il y a une personne qui est encore là, l'autre personne qui a décidé de partir sur un autre domaine. Mais c'est aussi grâce à eux que je me suis formé finalement. Puisque finalement, je n'ai pas de formation purement scolaire en rapport direct avec la vigne. Avec la vigne ni avec le vin. Et ça a été un peu, comment dire, alors pas forcément un manque, mais j'avais quand même besoin d'une certaine manière de justifier un peu mon statut, on va dire, enfin, mon nouveau statut. Mais en même temps, je ne pouvais pas me permettre de quitter le domaine pendant de longues périodes, puisque finalement, comme je disais, mon père m'a très vite laissé une grosse responsabilité. Et donc la seule façon que j'ai trouvée, qui était la moins contraignante pour moi, c'était de suivre un BTS Vitiono à distance. Ah ok, donc tu as fait ça en parallèle. Okay, j'ai fait ça en parallèle, et donc voilà. Et ensuite quelques stages du coup quand même chez 2-3 vignerons pour aller voir un peu ailleurs. Mais ton père est encore là, donc ça reste lui le patron de ces gens-là ou... Non, ça fait maintenant il est officiellement à la retraite, mais dès 2017-2018, c'était moi finalement qui ai géré toute la partie viticole, et à la vigne et en cave. Ouais, c'est intéressant, donc c'est intéressant. Mais là encore, c'est pas de la chance. T'as réussi à construire du coup une relation suffisamment saine pour passer de l'apprenant quasiment au début au décideur finalement. C'est intéressant ce passage-là. Tout le monde n'est pas capable, je pense, dans leur position à eux, de comprendre ça et de... Non, je pense qu'il faut bien souligner que des passations familiales sur des domaines qui soient viticoles ou agricoles, c'est des choses qui se passent souvent assez mal en fait d'ailleurs, puisque souvent la génération qui est là depuis 40-50 ans, elle a du mal à léguer aux enfants parce que déjà c'est toute leur vie. Donc se retirer presque du jour au lendemain, c'est pas forcément facile. Donc moi j'ai cette chance-là d'avoir eu un papa qui m'a très vite donné toutes les responsabilités, et des responsabilités de toute façon que je me suis prise toute seule, puisque il fallait avancer quoi. Je pouvais pas. Donc je suis passé très vite de l'apprenti au gérant, on va dire. Mais voilà, j'étais très bien accompagné, et puis j'ai jamais personne qui m'a mis des bâtons dans les roues, donc ça, c'est l'environnement aussi qui a facilité la chose. Et sur ces premières années là, malgré tout, on reste débutant en pratique, même si on était accompagné et tout, on fait forcément des erreurs. Comment ça se passe? Est-ce que toi, tu as, je sais pas, un souvenir particulier, quelque chose à nous partager dans ces premières années, et comment t'as géré ensuite, etc. Alors, je te trouvais un souvenir exact où j'ai fait une grosse bêtise, j'en aurais pas vraiment. Mais c'est une petite anecdote, c'est pas bien méchant, mais moi je la raconte de temps en temps. J'avais un vin qui était en fermentation dans une barrique, et j'ai vraiment fermé la barrique avec une bonde classique de barrique, quoi. Et puis donc sous la pression en fait du gaz carbonique, du CO2 qui a lieu pendant la fermentation alcoolique, la bonde est vraiment sortie très fortement de la barrique, et ça a vraiment créé un geyser assez haut, puisque ce geyser en fait de vin, finalement il est venu taper la lumière qui est 3-4 mètres au-dessus, et donc qui a créé un court-circuit. Et puis j'ai quand même perdu, c'était sur une barrique de 500 litres, je crois qu'il y a 200 litres qui sont sortis de la barrique. Donc on s'imagine un peu la pression qui devait y avoir là-dedans. Ah oui, parce qu'il y a du travail avant que ça arrive dans la barrique, effectivement. Ouais. Ok. Bon, et avant ça, le domaine, du coup, est-ce que tu peux nous en parler?
Oui, alors si on retrace un peu l'histoire du domaine globalement, donc le Ribonnet, le Ribonnet c'est le nom du lieu-dit. On retrouve les premiers écrits au 7e siècle dans des livres de l'abbaye de Lézat, qui était une abbaye qui était très puissante sur la vallée de la Lèze, qui est située à 20 km plus au sud. Mais parce qu'on ne l'a pas dit, pour celles qui ne connaissent pas, on est 25 km sud-ouest de Toulouse. Voilà. Il n'y a pas de d'AOC. Finalement, c'est une IGP, comté toulousain. Mais bon, qui est immense, on y reviendra. Mais ok, 7e siècle, les premiers écrits. Donc 7e siècle, les premiers écrits. Bon, évidemment, j'ai aucune idée de ce qui s'est passé pendant toute la période du Moyen-Âge. Ce qu'on sait un peu plus précisément, c'est que la bâtisse, donc le château actuel, est du 15e siècle, construit par les Capitouls, donc la noblesse toulousaine. Ils furent les propriétaires jusqu'à la Révolution française, où le propriétaire de l'époque est guillotiné. Ça appartient par la suite à un marchand de biens toulousain dont on n'a pas énormément d'informations, qui revend ensuite la propriété, donc fin 19e à Clément Ader. Et donc là, Clément Ader, c'est on va dire le personnage le plus important qui est passé par chez nous, enfin le plus connu, on va dire. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, donc Clément Ader, c'est un ingénieur français qui a surtout fait sa fortune en fait dans la téléphonie, mais il est surtout connu pour ses travaux dans l'aviation. Puisqu'il a été le premier homme à avoir volé avec un avion, sauf que c'est un vol qui n'a jamais été reconnu, puisqu'il n'a jamais réussi à vraiment décoller et atterrir proprement, quoi. Enfin, il a réussi à décoller, mais sur une hauteur de 1 mètre, sur une distance de 100 mètres, mais avec un crash à l'arrivée, quoi. Et il est né à Muret, je crois. Il est né à Muret. Et donc, ce qui est intéressant sur Clément Ader, c'est quand il s'installe ici, on est en pleine crise du phylloxéra, en fait. Donc au niveau français, mais aussi au niveau européen. Et donc il y a un gros manque de vin, en fait, sur le marché. Alors c'était des vins de consommation, mais aussi beaucoup de vins pour la distillation. Et donc les premiers, on va dire, pieds de vigne qu'on recrée, ça s'appelait des hybrides producteurs directs. Donc c'était des croisements de vignes européennes et de vignes américaines qu'on commence à replanter massivement, puisque ce croisement-là est résistant en fait au puceron, donc au phylloxéra. La problématique avec ces hybrides-là, c'est qu'on avait des vins c'était des vignes qui produisaient énormément. Et donc, qui disait grosse production, disait difficulté par rapport à la maturité des raisins. Et qui plus est, on était sur des aromatiques qui étaient vraiment très animales, comme on dit, le côté foxé des vins. Et donc, finalement, on avait un peu du mal à faire des vins très qualitatifs. C'est que plus tard, dans les années 20-30, qu'on a inventé le système de la greffe, qui ont permis de refaire des vins de qualité. Mais pendant l'époque de Clément Ader, on était vraiment sur ces hybrides. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il en a quand même planté 140 hectares à fort rendement. Donc on était sur des productions qui devaient avoisiner le million de litres c'est énorme. Par an. Donc, c'est énorme. Et donc la chance qu'on a aujourd'hui, c'est que on vinifie encore dans le même chai. Donc on vinifie dans un chai qui est plus que centenaire maintenant, enfin un peu plus de 100 ans. Par la suite, il vend le domaine. Clément Ader a une famille belge qui est dans l'industrie de la laine et qui utilise le domaine plus en tant que résidence secondaire. Donc bien évidemment, il y avait des régisseurs qui géraient la partie viticole, qui géraient la partie céréalière. Mais on était dans une autre crise viticole dans ces années-là, dans les 30, en tout cas une crise viticole pour la France, puisqu'en fait tous ces vins un petit peu de moindre qualité, on les a on a exporté la production vers les pays du Maghreb, du nord africain. Et du coup, il n'y avait pas non plus d'un grand intérêt à faire... oui, parce qu'on ne vendait pas très cher. Parce qu'on ne vendait pas très cher et qu'en fait, on n'était pas... Enfin, en tout cas, nous, on n'était pas dans une zone qui était vouée à faire des vins de qualité. Et donc, on va dire que là, la partie viticole s'est un peu perdue. Et puis, dans les années 50, cette même famille belge, de toute façon, a fait faillite dans ses propres revenus, qui étaient la laine. Et donc, ils ont laissé un peu l'abandon. Enfin, ils ont laissé le domaine à l'abandon pendant une vingtaine d'années avant que mon grand-père trouve le domaine et le rachète pour mon papa.
Donc quand mon papa arrive, il y a encore une quarantaine d'hectares de vignes, la plupart en hybride, mais non entretenues. Donc il prend la décision de tout arracher. Et il replante donc sur le système que je t'expliquais avant, où on est sur un porte-greffe américain et un greffon européen. Et donc d'abord, il plante un peu les cépages classiques du sud-ouest, donc les merlots, les tanates, les cabernets francs, les cabernets sauvignons. Est-ce qu'on sait si c'était ces cépages-là au temps de Clément Ader? Ben non, justement, c'était pas vraiment ces cépages-là. C'était des hybrides donc là, j'aurais pas les noms et j'aurais pas de traces de ce qui avait été planté. Mais on n'était pas sur ces cépages-là, non. Et pourquoi il choisit ces cépages-là alors? Comment ça se passe? Parce qu'il n'avait pas le choix en fait à l'époque, Clément Ader, puisque toute vigne européenne plantée, ce qu'on dit en franc de pied, était attaquée par le puceron en fait finalement. Et donc, t'es obligé de greffer. Donc crevé en fait très rapidement. Et c'est que dans les années 20, voilà, un peu plus tard, qu'on a compris qu'en fait on pouvait greffer deux végétaux ensemble, quoi, finalement. Et c'est là où on est parti sur des systèmes racinaires américains, de genre américain, et une greffe avec nos vignes européennes. Alors il faut bien comprendre que ces vignes européennes qui existaient avant, on a pu conserver une grande partie des cépages dans les sols en fait sableux. Parce que dans tout ce qui est sableux, il y a de la silice et donc le phylloxéra, le puceron ne s'y mettait pas. Ok. Donc grâce à ces vignes-là. Voilà, grâce à ces vignes-là, en fait. Après, il y a des vignes aussi qui étaient dans des zones. Oui, parce qu'il faut bien comprendre que le phylloxéra, concrètement, après, ça a tout tué, quoi. Ça a quasiment tout dévasté, voilà. Ouais. Donc hors zone, on va dire sableuse, où justement, par exemple, au Chili, ça a été très protégé parce qu'il y avait d'un côté la cordillère des Andes et de l'autre côté le Pacifique qui ont permis de faire une certaine barrière. Donc eux, pendant longtemps, et je crois que, peut-être maintenant désormais, ils sont aussi infestés, mais pendant longtemps, ils n'ont pas eu ce problème-là. Ok, intéressant. Ok. Et du coup, ton père redémarre l'activité Donc il redémarre l'activité, donc comme je disais avec des cépages un peu classiques du sud-ouest, puis très vite en fait vu qu'il se trouve hors appellation, seul un petit peu dans la zone du domaine, puisqu'on est... c'est encore un peu le cas aujourd'hui ça finalement. C'est toujours un peu le cas, mais aujourd'hui il y a quand même pas mal de gens qui se sont... pas mal, on est moins de 10 à être installés dans ce sud toulousain. Mais en tout cas, il était un peu seul, il était indépendant, il n'avait pas trop de voisins, hors zone d'appellation. Et je pense puis il a demandé à planter des cépages qu'on n'avait jamais encore expérimentés dans le sud-ouest. Donc ça a commencé avec les 3 premiers cépages de Bourgogne, donc le pinot noir, le chardonnay et la ligotée. Et puis après, il a fait des essais sur des cépages alsaciens. Donc on avait du Riesling, du Gewürztraminer. Il y avait qu'est-ce que j'oublie? J'en oublie un, mais des cépages qui alsaciens, a priori viennent d'ailleurs, qui viennent d'ailleurs, mais des tentatives. Des tentatives et des essais en fait d'introniser des cépages d'ailleurs dans le sud-ouest. Et donc c'est devenu un peu un laboratoire d'expérimentation, ce qui lui a valu d'ailleurs un peu le titre d'OVNI, c'était un objet viticole non identifié. C'est comme ça que ça avait été, il avait été souligné ou mis en avant. Et donc voilà, moi j'estime que c'était chouette de l'avoir fait et osé aussi, parce que c'est des milieux qui sont assez fermés et en général on plante pas n'importe quoi n'importe où. Mais on voit qu'aujourd'hui, on se sort un peu des appellations, les vignerons ont envie d'être plus libres. Donc lui, il avait exprimé son sentiment de liberté déjà il y a 30 ans ou 40 ans en arrière, quoi. Oui, parce que c'est même le cas chez des vignerons qui ont des vignes dans des appellations. Il y a une tendance moi je connais plusieurs vignerons dans la vallée du Rhône ou quoi, qui achètent des hectares hors appellation pour tenter des trucs et tout. C'est vrai que c'est une tendance. C'est une tendance, je sais pas, mais en tout cas ça existe. Ouais, je crois qu'il y a une vraie volonté de sortir un peu des carcans, ces carcans un peu des appellations, on va dire, qui sont forcément qui amènent des
certaines règles, certaines limites et dont je peux comprendre qu'au bout d'un moment on en est marre, quoi. On a envie de faire comme nous on a envie de faire. Ouais, il y a ça, il y a aussi la partie un peu économique malgré tout, que acheter des vignes pour certains endroits où on commence à acheter des vignes dans des appellations pour un jeune qui démarre, c'est juste pas possible en fait. C'est complètement inaccessible. Voilà, c'est inaccessible et c'est un moyen de démarrer. Il y a des vignerons qui démarrent comme ça et qui, grâce aux fruits de ces premières cuvées, de ces premières vinifs, ensuite peuvent accéder à des vignes qui sont pas loin, mais dans des appellations. Voilà. Ok, ultra intéressant. Mais de toute façon, cet ADN de test et d'expérimentateur, c'est devenu l'ADN du domaine aussi ici. Oui, je pense un petit peu que c'est... Parce qu'il faut préciser... En tout cas, c'est resté l'ADN du domaine, je pense, c'est resté l'ADN du domaine. On peut encore boire du pinot noir du sud-ouest oui, ici, on peut encore boire du pinot noir, on peut encore boire des aligotés qui sont en production. Alors, justement, tout à l'heure, je vais revenir pour finir peut-être l'histoire. Donc, il y a aussi un passage en bio qui est relativement précoce, on va dire, pour le sud-ouest. Alors, il n'est pas le premier à passer en bio, mais il fait un passage en 2001. Là, le domaine fait presque 40 hectares. Peut-être comme tu es le premier, est-ce que tu peux, dans le vin, dans la vigne, et au chai aussi, expliquer ce que ça veut dire réellement de passer en bio? Qu'est-ce que c'est être un vigneron bio? Qu'est-ce que c'est d'être un vigneron bio? Il faut déjà bien comprendre de quoi on se passe en fait. Enfin, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit d'utiliser. Donc globalement la définition elle est assez simple. En fait, on doit pour la partie viticole se passer de tout pesticide, donc fongicide, herbicide, insecticide. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne traite pas. Donc on doit quand même lutter contre le mildiou et l'oïdium, qui sont nos deux principaux, les deux principales maladies cryptogamiques sur lesquelles on doit lutter. Quand on est en bio, donc on utilise du cuivre et du soufre. Cependant, c'est des cuivres et des soufres qui sont dits de contact, c'est-à-dire que ce sont des produits qu'on va utiliser qui ne vont pas rentrer dans la plante, dans le système métabolique de la plante. Mais qu'on répand sur les... Mais qu'on répand tout de même sur le végétal, sur les grappes, tout ça. Et puis fondamentalement, quand on n'a plus d'herbicides, on remplace les herbicides par du travail mécanique du sol pour tout ce qui est concurrence en herbe. Donc c'est-à-dire qu'autour de la vigne, en fait, il y a d'autres choses qui poussent, il y a de la terre, etc. Ces autres choses qui poussent quand on n'est pas en bio, on a le droit, qui des fois, certaines d'entre elles, on se rend compte que pas toutes finalement, mais certaines d'entre elles viennent en concurrence avec la vigne, c'est-à-dire tirent du sol des nutriments, etc., qui empêchent la vigne de se développer correctement. En pas bio, on a le droit de les éliminer chimiquement avec des herbicides qui, de façon chimique, désherbent en fait. Ces plantes-là meurent, pas la vigne, c'est la qualité des pesticides de synthèse qui tue ce qu'on a envie qu'elles tuent. Et là, cette fois-ci, tu dois du coup enlever ou laisser, en tout cas faire les choix, mais c'est à la main quoi. Enfin, alors c'est pas à la main, non, c'est maintenant, maintenant on a des outils de travail du sol, ce qu'on appelle des intercepts, ou ça peut être des griffes, hein. Après tout vigneron fait un peu son choix. Nous on fait le choix de travailler vraiment sous les pieds de vigne ou vraiment en bordure des pieds de vigne. Mais plus ça va, moins on passe d'outils aussi, puisque c'est vrai qu'on se rend compte que plus on passe, plus on tasse aussi les sols, plus aussi on utilise de carburant, mais on est quand même obligé de faire au moins un ou deux passages, on va dire, de désherbage mécanique en fait, pour ces raisons de concurrence. Alors suivant les années, il n'y a pas forcément tant de concurrence, mais aussi pour des questions un peu d'humidité, puisque la végétation sous les pieds de vigne, ça apporte de l'humidité, donc on a des risques un peu accrus de maladies, notamment sur le mildiou ou sur l'oïdium d'ailleurs. Ok. Et avant du coup de revenir au passage ici du domaine en bio, comment ça se passe? Donc ça c'est la partie vigne. Ouais. Pas de pesticides, pas d'herbicides, pas de fongicides de synthèse. Voilà. Donc pas de produits systémiques, là, donc c'est ce que je disais tout à l'heure. Et sur la partie cave, globalement il y a une réglementation européenne avec un certain cahier des charges. Bio toujours dans la partie toujours dans la partie bio, qui aujourd'hui est un règlement européen.
Et donc là, c'est surtout alors, bien évidemment des produits qui sont interdits. Ça peut être des procédés physiques qui sont interdits également. Je pense à des choses comme la flash pasteurisation ou des techniques de filtration qui sont on va dire assez violentes. Mais globalement, en cave, il n'y a pas de gros changements. Alors bien évidemment, on est un peu plus réglementé sur les sulfites. Mais de toute façon, les doses maximales autorisées, même en bio, sont bien au-delà de ce qu'on a finalement besoin de mettre. Donc pour moi, le cahier des charges, on va dire bio en cave, n'a pas vraiment de contraintes. Ouais, c'est ça. Ça se joue surtout dans la vigne. C'est plus dans la vigne qu'il faut être un peu plus attentif, quoi. Ok. Bon, et du coup, alors ici, assez tôt, donc pas trop de gens autour qui l'ont déjà fait, pas de retour d'expérience, d'aide et tout. Oui, pas trop de gens autour, pas trop de retours d'expérience. Je pense que les premiers retours d'expérience que mon père avait, je crois que c'était un petit peu sur des collègues vignerons en Suisse. Mais en fait, pourquoi il y est passé? Parce qu'il se passait déjà d'insecticides et de fongicides, excuse-moi. Et puis en fait, il lui manquait que l'herbicide, quoi. Et puis c'est un peu ces années 2000 où commence à y avoir un peu les premiers outils de travail du sol pour gérer l'herbe en bio. Et donc du coup, il fait le pari et puis il se lance, quoi. Donc au début, c'est vrai que ça a été quand même difficile parce que les outils n'étaient pas forcément extrêmement au point. Et puis forcément, il y a eu la casse sur le végétal, puisque ça veut dire un outil qui passe entre les pieds, si vous y allez un peu violemment, si la machine n'est pas forcément bien réglée, vous embarquez tout avec, quoi. Donc il y a eu un peu de casse au début, et puis petit à petit, on apprend, et puis on fait de mieux en mieux. Et on contient cette végétation-là. Et puis aujourd'hui, on se rend compte qu'on a finalement, la vigne, elle pousse sur une prairie, hein, quasiment. Donc on a peu d'adventices, donc de mauvaises herbes qui sont finalement très très dérangeantes ou qui vont venir pomper beaucoup d'eau, beaucoup de nutriments. Voilà, on a des choses qui sont... On a retrouvé des équilibres dans les sols qui sont je pense, bénéfiques finalement à la vigne, plus que bénéfiques que... À ce moment-là, tu dis c'est les années 90 là, quand on est en 2001 là, 2001, le passage en bio. 2001, le passage en bio. C'est ça. Et est-ce que la raison c'est la conscience écologique? Je dirais que le monde agricole doit changer, réagir par rapport à ce qui s'est passé, aux habitudes prises dans les 30 Glorieuses, etc. Ou est-ce que c'est purement pour le vin, d'essayer de faire du vin peut-être un peu plus proche de la vigne à l'état naturel, entre guillemets? C'est quoi qui guide à ce moment-là ton papa? Je pense que c'est un mélange un peu de tout. Je pense qu'il y a effectivement déjà une prise de conscience très tôt que déjà on est capable de se passer de ces produits-là, puisque en fait avant-guerre on faisait qu'une agriculture qui était en bio. Finalement les produits de synthèse, c'est quand même quelque chose qui est récent en fait dans notre histoire. Donc revenir finalement à la façon dont on faisait 50 ans en arrière. Donc prise de conscience, oui. Je pense qu'il y avait aussi une opportunité de marché qui était là, puisque on commençait à avoir les premiers vins bio un peu partout. Et puis c'est vrai que la demande aussi, je pense, du consommateur qui arrive. Mais attention, au début, le consommateur qui voyait des vins en bio, très méfiant, et le catégorisait très vite comme un vin qui n'était pas bon. Ouais, c'est ça. J'ai ces souvenirs encore là. Et puis on l'entend encore de temps en temps. On entend un peu des âneries des fois, comme le vin bio ne se conserve pas, comme tout simplement le vin bio n'est pas bon, quoi. Mais aujourd'hui, je pense que je pourrais vérifier les chiffres, mais je crois que c'est à peu près entre 15 et 20% du vignoble français qui est en bio. Et c'est le seul secteur agricole qui progresse en tout cas dans les conversions. Et je pense qu'on va tendre vers une viticulture bio
on sera jamais à 100%, mais on va avoir on va continuer d'avoir une belle augmentation de vignes en bio et donc de vin en bio. Intéressant. Bon, toi, tu arrives évidemment, tu te mets en alignement avec cette décision-là. Tu poursuis le travail entrepris à ce niveau-là, quoi. Complètement. De toute façon, j'ai connu que ça et donc j'ai vu que ça marchait. Donc il n'y avait pas aucune idée de rétro-pédaler, de repartir en conventionnel. Et puis ça faisait déjà une quinzaine d'années que c'était en place, donc il n'y avait aucune raison Il y avait aucune raison, et puis moi c'était ma volonté aussi de continuer à travailler en tout cas en bio, quoi. Donc, ok. Complètement. Et alors je mets un peu les pieds dans le plat, volontairement. Là c'est une année difficile pour pas mal de vignerons bio notamment, puisque en gros, toi ici je crois que tu as perdu une belle partie de ta récolte sur la vendange 23. Qu'est-ce qui s'est passé ? Alors globalement, qu'est-ce qui s'est passé 2023, on a eu alors, je sais pas, ça peut partir déjà de 2022. On a eu une année de sécheresse assez importante où très peu de traitement, justement. Donc au niveau cryptogamique, on était très tranquille. On est rentré des raisins qui étaient très très sains. On a un hiver qui est pareil, assez sec. On a un début de printemps qui est assez sec. Et puis on a un fin de printemps, début d'été qui est plutôt presque tropical. Donc des chaleurs pas forcément extrêmement importantes, mais beaucoup d'humidité, avec des pluies qui sont intervenues en fait un peu pendant la période de la floraison de la vigne. Qui est la période la plus sensible pour la vigne, puisqu'en fait elle met beaucoup d'énergie pour fructifier en fait, et donc c'est le stade où elle a le moins de défense immunitaire. Et globalement on a eu des pluies répétées, donc on a fait nos premiers traitements. Alors notre premier traitement on l'a peut-être fait un peu plus tardivement que d'habitude, parce qu'on était sur des périodes assez sèches avant, et donc on se dit il n'y aura pas de toute façon de grosses pressions mildiou, parce que l'année dernière on n'en avait pas eu du tout. Et puis derrière, ce qui s'est passé, c'est que l'accumulation des pluies sur des périodes très courtes et avec beaucoup de millimètres, c'est-à-dire que nos produits étaient lessivés, étaient nettoyés. Et derrière, nous, alors particulièrement nous qui sommes dans des coteaux, on ne peut pas rentrer un tracteur dans la vigne le lendemain quand il a fait 50 mm, quoi. Alors déjà c'est dangereux pour l'opérateur, c'est pas du tout bon pour les sols, parce que vous imaginez les tassements que vous faites. Et le problème, sauf que vous reprenez 50 mm le lendemain. Et donc bon, voilà, ça s'est accumulé. Ça s'est accumulé, et donc alors il y a des vignes qui ont tenu pendant une certaine période, d'autres qui ont craqué plus tard. Mais voilà, je dirais que c'est vraiment la partie, c'est le moment où c'est tombé, l'impossibilité de réagir, et puis après il y a certains cépages qui ont été plus sensibles que d'autres, notamment je pense que tout ce qui était chez nous, les cépages blancs ont beaucoup mieux résisté, puisqu'on fait une récolte quasi normale, et je pense que la raison à ça, c'est que eux ont eu une fructification légèrement plus précoce, qu'ils a déjà permis avant toutes ces pluies. Avant toutes ces pluies, donc sont déjà sortis de cette phase un peu sensible. C'est que sur les rouges, donc fructification un peu plus tardive, ça fait beaucoup plus de mal, quoi, on va dire. Ok. Et quand je t'entends, tu prends ça comme une expérience qui te rend plus fort pour la suite, sur l'envie d'anticiper, peut-être. D'anticiper, non. Si, bien sûr. Je pense qu'on s'est dit qu'on aurait toujours pu faire mieux. C'est un peu. Bon, ce qui est un peu difficile cette année, c'est que. Difficile, je vais te dire rassurant, c'est qu'on est un peu tous dans le même bateau. Mais bon, c'est pas pour autant qu'on doit se reposer sur nos lauriers. Et donc, on doit continuer à être vigilant, peut-être aussi adapter du matériel aussi, puisque finalement, peut-être qu'on peut pas passer avec un tracteur, mais peut-être que on aurait pu passer avec un quad, on pourrait s'intéresser aux drones aussi, qui font aujourd'hui des traitements. Des solutions, il va y en avoir.
Cette année, c'est particulièrement C'est sûr que là, violent. ça va être un catalyseur pour les ingénieurs et tout, pour les boîtes qui créent des solutions. C'est sûr que là, ça va être un catalyseur géant parce que c'est un peu partout et c'est un peu terrible partout, quoi. Donc, c'est ça, ouais. Donc voilà, je pense que des solutions, on en trouvera toujours. Je pense que l'année était assez exceptionnelle, puisque bon, les anciens disent qu'ils n'ont jamais vu ça en 40, 50 ans. Donc c'est quand même un cas vraiment, vraiment exceptionnel, je pense. Maintenant, voilà, on sait sait pas trop ce qui se passe aussi climatiquement, donc peut-être que finalement ça va être la norme chaque année. Donc en fait, il faut se préparer, il faut être encore plus attentif, encore plus vigilant et réfléchir aussi en termes d'équipement, éventuellement de produits, éventuellement de produits associés en fait aussi. Et travailler éventuellement sur le système immunitaire un petit peu de la plante, quoi. Et sur ce que tu as récolté, donc, notamment les blancs, est-ce qu'il y a une influence dans la qualité ou pas du tout? Alors sur les blancs, c'était propre et il n'y avait pas beaucoup de raisins séchés par le mildiou, donc là globalement c'était une année, on va dire, normale. Par contre sur les rouges, on avait un rapport, on va dire, matière sèche jus qui était pas du tout défavorable, pas beaucoup de jus. Voilà, pas beaucoup de jus, quoi, si tu veux. Et donc du coup, il a fallu un peu repenser nos vinifications pour éviter un petit peu d'extraire de la matière végétale. Donc là, en tout cas moi, je suis parti sur des macérations plus courtes, donc des décuvages plus rapides. Moins d'extraction, c'est-à-dire moins de remontage, moins de pigeage pour essayer de plutôt partir sur des vins sur le fruit. Ouais, comprendre que là, en gros, dans le raisin, tu m'arrêtes si je dis, hein, mais le jus donne le fruit, les parties plus solides végétales donnent les tanins, la partie un petit peu plus dure du vin. L'idée, c'est d'avoir un bon équilibre entre les deux. Le problème, c'est que si dans un fruit, on n'a pas assez de jus, il y a toujours autant de pépins, il y a toujours autant de peau, il y a toujours autant de tout ça. Et en fait, du coup, on est dans la difficulté. Et donc, ce que Simon dit là, si tu me corriges, c'est que tu essayes d'amoindrir la force que vont avoir dans les fermentations, etc., les parties solides, pour essayer de garder un truc très fruité, etc. Voilà, c'est exactement ça, ouais. Et du coup, est-ce que ça fait des millésimes qui vont peut-être moins conserver longtemps tu sais pas, t'as pas le recul. Oui, forcément, parce qu'on va être sur des... Alors forcément, c'est toujours difficile à dire à l'avance, mais en tout cas, ce que j'ai remarqué, c'est que les équilibres sont bons. C'est-à-dire les équilibres, on va dire, alcool, acidité sont là. On a eu de l'acide malique comme il fallait, tout ça c'est correct. Mais c'est sûr, en allant chercher moins de tanin, moins de structure, les vins vont probablement avoir moins de tenue dans le temps. Aujourd'hui, de toute façon, je pense qu'on est sur un marché où on cherche plutôt à boire jeune. Donc je me dis, sur un millésime, c'est quand même pas très très grave. Voilà. Ok, et quand tu dis, c'est intéressant, le moment où tu dis j'ai pris la décision de faire des fermentations plus courtes, est-ce que dans ton réseau en fait de vignerons bio, j'imagine qu'on s'appelle, qu'on en parle, ça existe ça, est-ce que t'as, je sais pas, des gens qui t'inspirent, qui sont expérimentés, qui sont tout ça, est-ce que tu t'écoutes ou est-ce que tu as fait un peu, toi comment tu le sentais, comment ça se passe là? Non, mais je voyais déjà que autour de moi, les macérations devenaient de plus en plus courtes, qu'on faisait plutôt des infusions que des extractions. Donc finalement, j'avais déjà commencé un peu sur les millésimes d'avant. Et puis là, il y avait vraiment toutes les raisons de faire des macérations courtes, quoi. Donc maintenant, il faut voir. Enfin, il fallait réussir à sortir assez de matière sans en extraire trop. En tout cas, je pense que c'était un bon test, un bon essai. Je trouve que ce qui est sorti globalement, c'est plutôt intéressant, c'est plutôt joli. Donc voilà, mais c'est plutôt
pour dire que malheureusement, enfin, notre métier, on n'applique pas une recette toute faite, quoi. Il faut s'adapter chaque millésime, Et encore plus en chaque bio, du coup. cépage, encore plus en bio aussi. Si on a de la perte, hein, si on a des raisins qui n'étaient pas très qualitatifs. Après, l'avantage de ce millésime-là qui vient de s'écouler, c'est que, ben, mine de rien, on avait des raisins qui étaient alors sains. On n'a pas eu de phénomène de pourriture ou autre, quoi. Ça, ça peut être Ouais, encore c'est une un autre autre problématique stade, où on est sur des automnes, enfin, ou des fins d'été pluvieuses, des automnes pluvieux, où là, on a des difficultés de maturité des raisins, et là, bon, voilà, des fois, on est contraint à vendanger plus tôt que prévu, quoi. Ok. Ça marche, on continue un petit peu d'avancer dans le temps. On arrive un peu à aujourd'hui, toi, ton travail ici. Euh, comment là, ici, le domaine de Ribonnet, est-ce que tu peux nous donner un peu la taille, le nombre d'hectares, le nombre de bouteilles, des repères, un petit peu de taille? Mhm. Et du coup, comment ici le travail il est organisé? Ok. Bon, bah alors, ce qu'on n'a pas mentionné encore, c'est qu'on a une double casquette, puisqu'on fait du vin, mais on fait également des céréales. Donc les céréales, ça représente 200 hectares. La vigne, ça représente aujourd'hui 24 hectares, dont 2 hectares et demi de plantiers. Plantier, c'est-à-dire Plantiers, c'est des jeunes vignes, c'est-à-dire qui n'ont pas été récoltées. C'est-à-dire que là, cette année, on a officiellement récolté 21 et demi. Et que voilà, dès le millésime prochain, on a 24 hectares à récolter. Donc sur la partie viticole, ce qui nous intéresse. Qu'est-ce que tu as planté du coup? Les derniers qu'on a plantés, c'est de l'Albarino et du Chenin. Donc l'Albarino, un cépage de Galice. Donc ça rentre clairement dans des cadres les expérimentations. d'expérimentation. Le Chenin, on en avait déjà un petit peu sur le domaine, mais je trouvais qu'il m'en manquait un petit peu, donc j'ai voulu en replanter un peu plus. Ces deux-là ont été plantés face nord, dans une idée un petit peu de réchauffement climatique, en fait, tout simplement, exposer un peu moins ces plants à la chaleur et à la lumière. Et aussi dans nos premiers projets, on va dire, de vitiforesterie. En tout cas, ou plutôt agroforesterie, où on a vraiment planté des arbres à auger tous les 10-15 ans pour pouvoir amener de la fraîcheur à nos vignes, quoi, en fait, globalement. Donc c'est-à-dire des arbres dont l'objectif c'est qu'ils fassent de l'ombre quand il y a le soleil, c'est ça. Pour que dans cette région chaude qui est le sud toulousain, il y a un petit peu moins de matière dans les raisins, enfin moins de sucre, moins d'alcool. Essayer de rafraîchir un peu notre climat, quoi, Ouais. l'ambiance un peu sous nos vignes. Donc bon, il y a cet aspect-là, mais évidemment il y a aussi l'aspect paysager, parce que je trouve que c'est quand même intéressant de planter des arbres, de voir des arbres, ça dessine nos collines, et ça amène de la vie, et puis donc ça c'est aussi finalement une des raisons fondamentales à tout ça. Après bon, pour pas aller sur les choses plus techniques où ça fait des brise-vents, ça va amener de la matière organique via les racines, via les feuilles qui vont tomber. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose qui est pour moi complémentaire à la vigne, et voilà, je pense Ça que tu l'as vu fait ailleurs, t'as lu, j'ai C'est un peu d'instinct. Alors, je pense que je l'ai appris auprès de mon père, parce que lui avait fait déjà des premiers champs d'agroforesterie il y a 20 ans, donc des champs qu'on a encore, donc qui ont été plantés à l'époque avec des noyers. Pas forcément peut-être la meilleure essence pour ça, mais bon, c'est ce qui avait été conseillé à l'époque. Et puis oui, en lisant, en étant curieux, et puis en fait finalement, bon, je me suis lancé, j'avais 2 projets de plantation. Et sur ces deux-là, donc, on a fait en sorte, dès le début, de penser à l'intégration des arbres. Donc ok, 21 hectares et demi récoltés cette année pour une production, bon tu sais pas encore exactement, mais environ la moyenne. Bon, l'idée c'est à terme, sur ces 24 hectares, c'est d'avoir une production autour des 900 hectolitres, donc les 90 000 litres, qui est globalement, c'est à peu près, ça serait 700 hectolitres en rouge et à peu près 200 hectolitres en blanc. Okay. Voire 250 en blanc. C'est un peu l'idée. Donc on a quand même une majorité de rouge, parce que c'est historique au domaine.
Mais c'est vrai qu'il y a une volonté de faire plus de blanc parce que personnellement, je prends beaucoup de... Enfin, j'aime particulièrement le blanc et je prends beaucoup plus... Enfin, je prends plaisir en tout cas à faire du blanc. Et qu'il y a aussi une demande accrue pour le blanc, globalement. Donc, Ok, tu le perçois ça. Ok. Donc, et qui travaille du coup donc, sur le domaine? Donc sur la partie viticole, donc j'ai un employé fixe, donc un chef de culture vigne. J'ai une assistante, on va dire, à la cave et au commerce. J'ai un comptable, mais qui fait aussi la vente au magasin, tout ce qui est le service de toute la facturation. T'as le comptable globale. sur place qui est salarié du domaine? Ouais, tout à fait. Ok, ouais. excellent. En tout cas, il est comptable, il fait du traitement de factures, il rentre les informations comptables. Après, c'est pas lui qui va faire forcément les clôtures et tout ça. Ok. Donc j'ai un chef de culture céréales aussi, j'ai ma femme Vivienne qui m'accompagne un peu plus sur la partie céréalière. J'ai un apprenti qui est sur un apprentissage qui fait le DANO, qui fait le diplôme national d'œnologue en apprentissage. On a également pris un jeune apprenti pour la partie céréalière, donc, qui lui est plutôt dans le machinisme agricole. Et puis après, en termes de saisonniers, on a 3 équivalents de temps plein à l'année. Pour tout ce qui est les travaux. Alors ça commence dès l'hiver, les travaux de taille, de tirage de bois. Après au printemps, des bourgeonnages, des pamprages, et puis pour les vendanges. Et moi-même. Voilà. Et toi-même, évidemment, qui chapeaute le tout, mais finalement, si j'ai bien entendu, la partie justement vinif, élevage, il n'y a pas grand monde. C'est toi qui t'occupes de ça. Oui, voilà. Bon, moi, on essaie d'être un peu partout. Il faut aussi s'imaginer que il y a beaucoup de travail administratif, mine de rien, dans ces structures-là. Mais effectivement, sur la partie cave, ça reste moi qui fait tout qui fait les vins. Mais voilà, depuis 2 ans maintenant, on a pris quelqu'un qui vient m'aider justement pendant la période des vendanges, donc qui s'appelle Goulnard et qui a une aide supplémentaire pendant les vinifs, quoi, en tout cas. Donc ça fait 8, 10 personnes. 10 personnes si on compte les saisonniers, tout à fait. Tout le temps pour 21 hectares, ok. Ta gamme, un petit peu? Alors donc forcément 14 cépages, donc une gamme assez importante. Donc on vient de refaire un peu notre gamme de vin là, le courant de cette année. Donc on a 3 gammes, donc une gamme qui s'appelle les Envolées, qui est déclinée en blanc, rouge et rosé. Donc c'est plutôt des vins qui sont faciles, souples à boire, voilà, très fruité. Plutôt sur le fruit, plutôt facile, plutôt glouglou. On a des milieux de gamme, donc là on en a pas mal. Donc si on part sur les blancs, on va partir sur des monocépages de Sauvignon blanc, monocépages de Chenin. Donc ça c'est plutôt des vins qui sont élevés en cuve. Sur les rouges, on est parti sur Pinot Noir, Syrah, un assemblage de Pinot Syrah, un assemblage de Merlot Syrah. Là, c'est plutôt pareil, des vins qui sont plutôt sur le fruit, plutôt très digestes. Et ensuite, on a donc créé cette 3e gamme, mais qui existait déjà plus ou moins. Là, c'est plutôt des vinifications parcellaires ou des vins qu'on a en très faible quantité, qui sont un peu plus rares. Donc souvent des petites mises en bouteille, en fait, autour de entre 1000 et 2000 bouteilles par mise. Et là, on est éventuellement sur des vins qui sont un peu plus travaillés. On va rechercher un peu plus de structure, un peu plus de puissance et éventuellement un peu plus d'élevage en barrique. Ok, cette gamme, du coup, tu dis, elle vient d'évoluer. Pourquoi ? Alors, elle vient d'évoluer parce qu'il y avait une volonté de changer un petit peu les étiquettes, d'avoir un peu plus de clairvoyance dans notre gamme aussi, parce qu'avant, on avait une entrée de gamme qui s'appelait la Châtelaine, puis après, tout était... il n'y avait plus qu'une autre gamme avec ces étiquettes rondes que tu as connues, avec le vieux logo du domaine.
Et en fait, ça faisait longtemps aussi que je voulais faire un clin d'œil à mon papa qui depuis en fait qu'il a cessé ses activités, enfin ou même déjà il y a plus de 10-15 ans en arrière, il s'est mis à faire beaucoup de peinture, enfin plus exactement un peu on pourrait parler de gravure en fait, de linogravure ou de travail en tout cas de dessin globalement. Et en fait, on a fait le choix d'utiliser tous ces dessins pour recréer toute la gamme. Donc aujourd'hui, l'entièreté des... Ceux qui sont en vidéo, là, j'essaye voilà, de... l'entièreté des bouteilles sont des œuvres de papa, quoi. Et donc dans une volonté aussi de ramener de la fraîcheur, ramener un peu de la jeunesse dans la gamme de vins. Et puis voilà, c'est aussi... une phase où non, moi ça va faire 9 ans que je suis là et c'était important pour moi aussi d'enfin dire que voilà, ça y est, les vins sont désormais ceux de Simon et plus celui de Christian. Ok. Et ça marche, hyper intéressant. Comment, sur le domaine là, comment tu vends? Bon, tu accueilles ici à Beaumont-sur-Lèze. Comment ça se répartit un petit peu toi tes ventes? Si tu as envie, une idée de chiffre d'affaires un petit peu par secteur, etc. Comment est-ce que la partie commerce s'organise? Ouais. Alors du coup, donc c'est vrai que nous on a la chance que on vend énormément, enfin on vend une bonne partie de notre production directement au domaine. Donc ça c'est une volonté qui a été mise en place déjà à l'époque par mon papa, d'être en fait finalement toujours ouvert. Donc on est ouvert du lundi au vendredi, également le samedi matin. Et donc on a toujours eu beaucoup de passages au domaine. Donc ça représente, je pense, en volume à peu près 35 à 40% de nos volumes de vin. Ce qui est énorme. Ce qui est énorme pour un domaine viticole. Alors attention, on a aussi la chance d'être un peu seul, isolé. Donc c'est vrai qu'on n'a pas trop de concurrence, on va dire, aux alentours. Mais je pense qu'il y a aussi vraiment cette idée de fidélité, une assez belle fidélité, quoi. Je racontais une anecdote, là, Viviane, avant-hier chez un caviste à Toulouse. Mm-hmm. Je savais que là, j'allais aller dans des domaines du sud-ouest et tout. Ça faisait longtemps que je n'avais pas vu, j'ai voulu boire une négrette de Fronton. Ouais. Je suis rentré chez le caviste, j'ai demandé une négrette de Fronton, ce qu'il me conseillait. La première question qu'il m'a posée, tu sais ce que c'est mais vous êtes d'ici? Genre, je dis, oui, mais pourquoi cette question en fait? Et il me dit, en fait, un Toulousain, il me demande pas de vin de Fronton. Et ça, c'est un truc, je sais qu'à un moment donné, même l'appellation, je sais pas si c'est l'appellation Fronton, non, sûrement pas, mais j'avais vu passer sur les réseaux ou quoi, des trucs Fronton, le vin des Toulousains. Ouais. Je sais qu'ils essayent de faire boire aux Toulousains du vin, c'est pas Toulouse, mais du vin local. Ouais, c'est ça, c'est Fronton, l'appellation, elle commence de suite au-dessus de Toulouse, en fait, 30 km au-dessus de Toulouse. Et il me disait, non, moi, les gens qui me prennent ça, c'est des touristes qui ont entendu parler de la négrette parce qu'il y a un travail qui a été fait sur ce cépage-là par les vignerons de Fronton et tout, sur les qualités de ce cépage, le fait, sa renommée, etc. Enfin bref. Mais par contre, voilà, que les locaux, voilà. Donc ça rend le truc de vendre ici encore plus. C'est quoi toi, pourquoi qu'est-ce qui a fait que ça marche? Je pense que ce qui a fait que ça marchait, le fait que ça a toujours été ouvert depuis 40 ans, le fait que il y a une dimension historique au domaine, c'est sûr, avec une certaine demeure, un certain point de vue, un paysage, et puis je sais pas, je pense que ça a été cultivé aussi depuis toujours. Les gens ont toujours, je pense, aimé venir. Donc je sais pas pourquoi, comment, et puis après on y met aussi beaucoup d'efforts à accueillir les gens, à faire des visites de chez, à expliquer comment on travaille, ce qu'on fait, pourquoi, comment, faire déguster nos vins au domaine. Donc voilà, je pense que c'est un choix qu'un domaine peut faire ou pas. Nous on a fait ce choix là parce que voilà, il nous paraît pertinent. Et puis c'est vrai que on essaie de cultiver ça, quoi, puisque finalement c'est un domaine qui doit aussi appartenir un peu à tout le monde, je me dis, dans ce sens-là. C'est chouette. Alors, effectivement, si vous venez, honnêtement, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Le lieu est quand même dingue. On se dirait pas qu'il y a ça par ici. On est pas loin de Muret. On est 10 km au-dessus de Muret.
Et ouais, vous avez un château immense. Voilà, c'est impressionnant. Les caves dans lesquelles tu fais vieillir le chai et tout, c'est des endroits aussi particulièrement impressionnants. Et que tu as su aussi, je pense, ou je sais pas si c'est toi, ton père ensemble et tout, mais valoriser. Je veux dire, c'est beau la façon, où sont placés. Je me souviens les barriques de vieillissement là, dans les espèces d'alcôves. C'est un truc de fou. Si vous passez dans le coin, faut venir voir. Faut venir, ouais. C'est chouette. Donc ouais, 35-40%. Ouais, 35-40%. Ensuite, bon, il y a une vingtaine de pourcents qui est distribué, on va dire, dans les réseaux bio, sur l'Haute-Garonne, sur l'Ariège, un peu le pourtour toulousain. Ça veut dire les magasins bio. Voilà, magasins bio, les petites épiceries, voilà. Ensuite, on a... Ce qui est beaucoup aussi, quand même. Je dis, peut-être c'est que 15. Ouais, mais bon. Oui, ce qui est pas mal, mais finalement, le réseau est quand même assez important. Et c'est vrai qu'on y était depuis assez tôt, en fait, quand tout a un peu commencé. Donc, au début, on était presque quasiment les seuls premiers vins bio dans le coin. Donc, ensuite, on a un marché sur Paris qui grandit quand même de plus en plus. Donc là, on passe à travers des agents. Donc là, ça s'appelle l'agence VIF. C'est Thomas et Hélène qui représentent mes vins sur Paris. Donc là, c'est tout ce qui est bistronomie, caviste. Ensuite, on a un petit peu d'export. Ça ne représente pas une grosse partie, c'est 5 à 10%. Et puis la finalité, c'est... Vers où tu exportes? Alors aujourd'hui, on a marché sur le Canada, on a marché sur la Suisse, sur l'Autriche, un tout petit marché, l'Italie, et je crois qu'on a fait à peu près le tour pour l'instant, donc c'est pas grand-chose. On a fait plus à l'époque, mais c'est vrai qu'on était revenu un petit peu sur la France parce que finalement, on avait une demande plutôt sur le marché intérieur, donc on avait rediminué un peu ça. C'est des choses qui fluctuent. Je pense que là, aujourd'hui, on aurait besoin un petit peu d'export, donc voilà, ça change, quoi. Et puis après, Tu aurais besoin parce que c'est... Parce que j'aurais besoin, parce que je pense que le marché actuellement national, intérieur, on va dire, il est assez tendu quand même. Je pense qu'on a, en ce moment, on avait d'autres prévisions de vente, on va dire, et donc là, on a des marchés qui sont peut-être un peu plus sains que le nôtre. Voilà. À l'export, tu me dis si je me trompe, j'en ai déjà parlé avec des vignerons, il y a le côté, non pas facile, mais plus régulier. À un moment donné, un agent qui exporte sur le Canada, d'une année à l'autre, bon an, mal an, s'il prend une palette ou deux palettes, il va te les prendre en fait. Ça apporte des fois un certain confort à certains vignerons de savoir, en fait tu sais à l'avance que ça c'est bon, c'est fait, c'est plus stable que le marché intérieur, là, comme tu disais, en France. Tout à fait. Je pense que le gros avantage en fait, de ces marchés à l'export, c'est que déjà, tu as une garantie que c'est une palette entière. Donc déjà, tu as un côté logistique qui est un peu plus facile. Voilà, ça peut être une, ça peut être deux, ça peut être trois, ça peut être 10, ça peut être 20 dans l'année. Bon. Et puis c'est vrai qu'il y a une certaine fidélité, on va dire, d'année en année qui s'installe, quoi. Ouais, voilà, c'est donc, ça. Ça se retrouve un peu. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même important d'avoir ces marchés-là. Maintenant, comme je disais, à un moment donné, on avait un peu diminué aussi parce qu'on avait besoin ici proche et ça faisait aussi un peu plus sens finalement. Mais là, ça rechange un petit peu, quoi. Et après, les derniers clients qu'on a, c'est plutôt des marchés en direct, direct domaine, c'est-à-dire à travers d'autres cavistes et d'autres restaurants à travers la France. Qui vous connaissent, voilà, des cavistes plus indépendants. Exactement. Ok. Comment, parce que ça c'est un truc moi qui m'intéresse, comment on décide du prix d'une bouteille de vin? C'est pas facile. Je pense que déjà, il y a moi, ce qui me concerne, j'ai un historique de ce qui avait été proposé par mon père à l'époque. Donc c'est vrai que je suis pas venu révolutionner le prix, c'était pas l'idée. Alors après, comment on le fixe? Il faut regarder ses charges déjà. Ses charges annuelles qui en général ne fluctuent pas trop, on va dire, puisqu'on a à peu près le même nombre d'employés, on fait les mêmes nombres d'heures de travail à la vigne. Par contre, là où ça va énormément fluctuer, c'est notre récolte en fait finalement.
C'est-à-dire que si vous faites la moitié de la récolte attendue, vos Il y a coûts la ils moitié à ont vendre, doublé, les vos coûts. coûts ont doublé, quoi. Mm. Mais on peut pas vraiment se permettre de faire le yo-yo et parce qu'on a eu une mauvaise année, multiplier le prix par 2 et puis l'année d'après quand on a eu à nouveau une bonne année, on redivise par 2. Enfin, ça fonctionne pas comme ça. Donc le prix s'établit, il faut jouer sur des moyennes de 3-4 années en fait, de quel est notre prix de revient sur 3-4 années en fait, de voir comment on s'en sort. Et puis et puis après, bon, il y a des fois des produits il faut aussi être tout juste, quoi. Il faut être pile poil à la marge, mais c'est des produits qui peuvent aussi permettre de se faire développer, de faire un peu de ce qu'on appelle la trésorerie, quoi, la vache à lait, quoi, en fait, finalement. Mais globalement, voilà, il faut regarder ses coûts pour déjà avoir le minimum. En dessous de quoi je peux pas vendre pour ne pas perdre d'argent. Et ensuite, je pense qu'il faut jouer sur, on va dire, le travail qu'on fait, il est quasiment le même sur toutes nos bouteilles à la fin. Il y a une dimension qui peut changer plus sur la dimension de l'âge des vignes, de la quantité que tu vas pouvoir produire, des élevages que tu décides d'avoir. Et puis, bien sûr, la part importante, c'est des fois, tu as des terroirs qui donnent de meilleurs vins que d'autres. Donc ça, tu valorises. Des vignes plus vieilles, ça donne des vins où tu peux avoir une marge un petit peu plus importante. Des terroirs dont tu sais qu'ils sont excellents. Voilà, des élevages plus longs. Après, c'est aussi plus de frais. C'est des frais qui sont un peu plus importants. Mais tu valorises mieux. Finalement, tu valorises mieux. Oui, mais la finalité un peu derrière tout ça, c'est quand même une simple loi de l'offre et de la demande. Ouais. Et un autre truc pareil. La chose particulière ici, c'est que alors c'est ce que je disais au début, il y a une indication géographique qui est Comté Tolosan, mais Simon n'a aucune cuvée qui est située dans une AOC, parce que avoir une AOC, ça cadre des fois aussi un petit peu ça, le prix, etc. Et il y a ça, et il y a aussi la partie vente, en fait. Ça aussi, une appellation, elle donne une trame, quelque chose que les gens savent qu'ils vont retrouver, bon, même si des fois, c'est pas du tout vrai, mais qu'ils vont retrouver en achetant un Saint-Véran. On sait que, voilà, ça va être ça. Toi, t'as pas ça. Comment finalement, peut-être tu connais pas autre chose, mais la partie commerce, on voit quand même... Spontanément, moi, je me dirais, ça voit quand même rendu plus difficile par ce truc-là. Effectivement, c'est un avantage et c'est un handicap d'être hors appellation. Mais si on parle purement commerce, effectivement, c'est quelque chose qui est assez difficile puisque cette IGP dans laquelle on se trouve, qui s'appelle l'IGP Comté Tolosan, elle n'est promue nulle part. Et bon, elle n'a pas vraiment raison d'avoir de promotion particulière puisqu'en fait elle est très vaste, elle est géographiquement pas très identifiée et tous les vins qui sont produits en IGP Comté Tolosan sont complètement différents. Donc on peut pas avoir une force commune derrière de communication. C'est pour ça que c'est pas écrit très gros sur ton... C'est pour ça que c'est pas écrit très gros. Mais effectivement, il faut s'imaginer qu'on se loupe un paquet de ventes déjà. Puisque personne, en fait, officiellement, va chercher un IGP Comté Tolosan. C'est ça. Contrairement à quelqu'un qui, je veux un Gaillac, je veux un Fronton, je veux n'importe quelle appellation, quoi. Ce qu'on doit connaître, c'est Ribonnet, quoi. En fait, voilà, il faut vraiment... nous, notre job, c'est de travailler sur le nom de notre marque, quoi, finalement, qui est Domaine de Ribonnet, quoi. Ouais. Et ça peut... Voilà, ça demande peut-être d'autant plus d'efforts. Ce qui est encore aussi, des fois encore plus difficile, des fois sur des appels d'offres, justement, on parlait un peu de l'export. Ouais, c'est sûr. Sur des appels d'offres où les acheteurs vont chercher une région en particulier, où nous, on coche aucune des cases, quoi. Donc du coup, ça nous ferme plus ou moins certains marchés. Maintenant, la réponse, elle doit être dans les vins, elle doit être voilà, dans la qualité de nos vins. Et il faut se montrer, il faut se bouger pour se faire connaître. Et que les gens retiennent Ribonnet et pas... Toi, ton temps de travail,
Si ça arrive là, comme ça, grosso modo, là, de tête, j'en sais rien, sur une année, comment tu le partages? Parce que, enfin, faut se rendre compte. Moi, c'est une des raisons, on va en parler après, moi, c'est une des raisons pour lesquelles, je sais pas comment dire, je suis admiratif pour vos métiers. C'est qu'en fait, vigneron, faut se rendre compte, notamment vigneron indépendant qui fait tout du début. Oui, là, Simon, il vient de planter des vignes et en même temps, voilà, il essaye d'exporter du vin au Canada. Enfin, là, on est dans des métiers quand même qui sont, enfin, le lundi, tu as les bottes dans la boue en train de tailler, et le mardi, du coup, tu parles à un businessman canadien qui doit, voilà, qui doit avoir une rentabilité sur son achat-revente et tout. Enfin, c'est des métiers tellement éloignés. Déjà, en termes de temps, comment toi, tu partages ce temps-là entre tout? Ouais, alors bon, bah, déjà, on va dire, le cycle de la vigne qui Guide en qui premier. guide en fait en premier, puisque bon, voilà, ça dépend. En fait, voilà, c'est le cycle de la vigne qui va guider ce qu'on fait et où est-ce qu'on se trouve, quoi. Donc évidemment, si on parle des vendanges, donc septembre-octobre, ben là, on a 2 mois quasi non-stop à la cave. Donc ça, et on essaie de faire le bureau, le côté administratif, ben, le soir, souvent. Ensuite, on a une période un peu plus calme, justement, qui est juste derrière les vendanges, novembre, décembre, où là, on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on va mettre en place l'année prochaine. C'est des moments aussi on a le temps, justement, de faire des interviews comme on fait aujourd'hui, des moments où on a le temps de faire un peu plus de commerce, d'essayer de prendre contact pour faire des dégustations, faire des rendez-vous. Mais c'est souvent pour moi cette période un peu, voilà, faire les choses, Conscientiser ce qui va être fait dans les conscientiser 10 ce qui mois va d'après. venir. Voilà, Ouais. exactement. Puisqu'après, donc, dès le mois de janvier, dès le mois de décembre, ben, on retourne à la vigne pour tout ce qui est opération de taille, tirage de bois, pliage des baguettes. Donc ça dure quand même quasiment 4 mois, puisqu'on est occupé de décembre à fin mars. Ensuite, on a une période un peu de creux sur le mois d'avril, mais ce qui correspond souvent en général à des périodes déjà aussi de salon, c'est les premiers jours du printemps, mais aussi des périodes en fait où on fait les mises en bouteille des premiers blancs et rosés De de l'année d'avant. l'année dernière. Donc finalement, c'est aussi avril, c'est une période où on se retrouve de nouveau pas mal en cave, mois de mai compris. Et puis en même temps, au mois de mai, mois de juin, là c'est la végétation qui explose, donc il faut aussi être à la vigne. Et ensuite, on a ces périodes ça se calme à la vigne, on va dire. Normalement, à mi-juillet, on a à peu près fait le boulot qu'il y avait à faire. Et ensuite, donc, il nous reste la deuxième quinzaine de juillet, le mois d'août, où bon, on peut essayer quand même de prendre un peu de repos, c'est quand même l'idée. Ouais, c'est le moment. Donc, c'est le moment. Mais des repos, bon, là, qui sont jamais très longs, hein. Bon, on aimerait, enfin moi j'aimerais partir plus, mais c'est aussi très difficile de quitter longtemps son exploitation parce qu'on sait qu'on a toujours un peu quelque chose à faire. Donc en fait voilà, c'est le cycle un petit peu qui gère tout ça, et puis après bon, il faut gérer un peu les aléas de tous les jours, et puis quand même voilà, comme une charge administrative qui est tout de même assez lourde. Et ouais, il faut être un peu partout tout le temps. T'as déjà quoi. compté ton temps de travail hebdomadaire? Non, jamais. Jamais, non, enfin, c'est pas que je préfère pas, mais Jamais été curieux de ça. je... Ok, et parmi toutes les périodes là, est-ce qu'il y en a une que tu préfères? Bah, les vendanges, c'est quand même celle qu'on C'est la qu'on plus aime tous. excitante. Ça. Maintenant, je les aime, enfin, j'aime à peu près toutes les périodes finalement, parce que on parlait de cycle de la vigne, mais chaque nouveau cycle est super intéressant. J'adore la période de taille aussi. C'est là où on reprend dès le début, on forme nos pieds, on se les conscientise, enfin on regarde ce qu'on a fait l'année dernière, on voit le développement a qu'il y a donné. eu dans l'année, on s'imagine notre plante, comment la tailler pour que l'année prochaine on puisse la tailler de telle sorte. Enfin, donc là il y a un vrai travail en fait, c'est un autre type d'élevage en fait. Tu fais quoi? Tu vas dans la vigne, tu décides de ce que tu veux faire, tu réunis tout le monde et tu dis bon, bah, cette année on fait ça? Bon, globalement, c'est un travail qu'on a mis en place depuis 2-3 ans maintenant, donc sur la taille. Donc là, on applique une certaine méthode dite de taille douce, dont moi j'ai fait deux formations avec un formateur qui s'appelle Marceau Bourdarias,
dans laquelle je me retrouve en fait dans ses explications et dans sa manière de voir. Et donc en fait on essaie de mettre ça en place. Et donc on a commencé à mettre ça en place donc déjà il y a 2 ans. Donc là on va être sur la 3e année de mise en place. Et bon là il me tarde en fait de tailler parce que je pense qu'on va avoir le résultat de nos 2 dernières années qui étaient peut-être aussi un peu des années de rattrapage en fait ou de mise en place de cette taille-là. Et là, j'estime que, je pense, cet hiver, on va se régaler à tailler parce que l'impression que le travail aura été bien fait. On aura tous fait la même chose, on aura tous eu la même vision. Et donc voilà, en plus, ça ira certainement plus vite. Donc ça, c'est chouette. Et après, le printemps, c'est vraiment le contact avec le végétal, ce qui est aussi génial, qui est aussi une poursuite un petit peu de du travail de la taille, puisqu'on on continue en fait à former l'architecture de notre pied, enlever tous les rameaux qui nous paraissent pas nécessaires ou qui poussent pas où on a envie qu'ils poussent. Donc là, c'est un autre travail un peu plus, on va dire, chirurgical, où on continue à former notre pied pour l'année, mais aussi pour toutes les années qui viennent, quoi. Et on tape tout, quoi. Ouais, non, globalement, oui. Après, on aime tout, mais on sait que c'est aussi c'est des parties qui sont assez fatigantes, mine de rien, quoi. Ouais, oui, c'est sûr. Mais bon, heureusement qu'on ne fait pas ça seul et qu'on a des gens qui nous suivent et qui croient en ce qu'on fait. Enfin, donc ça, c'est important. Et au-delà d'aimer, peut-être ça se retrouve aussi. Moi, je me dis forcément que, je t'en ai parlé vite fait avant, je me dis forcément qu'il y a des domaines à l'intérieur de cette année-là ou à l'intérieur de ce travail-là où un vigneron, malgré tout, il a ses points forts, quoi. Il y a des domaines que tu maîtrises mieux, quoi, à l'intérieur de ce travail-là, où tu es plus sûr de toi, où tu as une expertise plus grande, une expérience plus grande. Toi, tu dirais que c'est quel niveau? Moi, il y a une particularité sur ce domaine, c'est les 14 cépages. Il faut quand même se rendre compte que c'est dingue, quoi. C'est des vignes qui grandissent pas tout à fait de la même manière, qui se développent pas tout à fait de la même manière, qui n'ont pas besoin de la même chose. Et arriver à en amener 14 au bon point en août-septembre pour faire du vin, ça me paraît fort, quoi. Après, voilà, est-ce que... Bon, le fait d'avoir 14 cépages, bon, c'est te dire aujourd'hui que j'ai une expertise globale, non, puisque si j'avais cette expertise-là, on n'aurait pas eu le mildiou l'année dernière. Et puis, donc ça, je pense qu'il n'y a pas une année qui est pareille. On apprend en observant, en étant attentif et on apprend chaque année. Je pense que le jour où je ne pourrai plus faire de vin, plus faire de la vigne, je pourrais pas dire que j'ai tout compris. Je pense que peu de personnes sont capables de dire ça et même personne n'est vraiment capable de le dire. Ouais, c'est ça fait partie des... Enfin, je pense qu'après, c'est partout un peu pareil en réalité. On est toujours l'expert de quelqu'un et l'idiot de quelqu'un d'autre, quoi, tu vois. Mm-hmm. Mais bon. Enfin, vigneron, c'est quand même un truc de fou dans la... Oui, après voilà, je pense pour souligner ce que tu disais avant, c'est qu'on a besoin de compétences partout. C'est ça qui... Enfin, finalement, le plus grand domaine d'expertise qu'on a, c'est de savoir faire beaucoup de choses, en fait, finalement. Ouais, c'est ça. C'est ça plutôt peut-être qui est intéressant. Et forcément, bon, peut-être que moi je suis peut-être un peu moins bon au commerce et je suis peut-être un peu meilleur, je sais pas, en comptabilité ou bon, c'est pas le cas, hein, mais si tu devais dire ton point fort, Simon, c'est un gars humble, c'est pas facile de parler de ça. C'est pas facile de parler d'un point fort réellement. Je ne saurais pas te dire quelle est. Qu'est-ce que les autres disent de toi alors? Je sais pas. C'est pas. Je sais pas, le mieux ce serait de leur demander, hein, peut-être. Ouais. Okay. Mais non, je vois ça plutôt comme quelque chose où on progresse d'année en année. Peut-être ça, alors, la capacité à apprendre. Voilà. Et puis, revenir sur ce qu'on fait se répète, effectivement, mais ça se répète tous les ans.
Donc on peut pas revenir sur une tâche tous les mois ou toutes les semaines dessus. Enfin, c'est une fois, c'est pas deux, mais c'est une fois par an. Donc ouais, non, je pense on a des améliorations à faire partout. Et puis il faut rester attentif, il faut, je pense aussi constamment avoir un peu une veille du marché, quoi, aussi global, puisque finalement, bon, faire du vin, faire de la vigne, c'est quand même, pousser de la vigne, faire du vin, c'est quand même des choses qui sont, tout le monde, je pense, est capable de le faire, mais là, il faut pouvoir le vendre. Ça, c'est quand même ce qui nous fait gagner de l'argent et qui nous permet aussi d'investir derrière dans dans nos recherches, dans nos vignobles, dans l'amélioration aussi de nos performances. Tu disais la situation cette année un peu particulière, un peu compliquée en France. J'avoue, j'ai pas de données macro, moi et tout. J'ai pas de données macro, là, c'est vraiment, bon, effectivement, c'est ce que je peux te dire un petit peu, des collègues vignerons, des retours de marché des agents, des retours de prospection qu'on a nous aussi, où les cavistes disent ouais, mais les caves sont pleines, quoi, aussi. Ouais. Donc je pense que ouais, je pense qu'on subit un petit peu tous une certaine inflation, on va dire. Puis voilà, je pense qu'il y a... Alors, ce qui est sûr, c'est que la consommation de vin par personne, par an, elle a déjà diminué assez drastiquement. Après, il y a aussi, on a de plus en plus de concurrence, puisque plus ça va, plus on a des vins qui sont merveilleux partout, en fait, toute région, toute zone confondue. Mais oui, le savoir-faire s'exporte et se transmet, et les communications sont facilitées, tout ça. Ouais. Ouais. Et donc, mais je pense, là, il y a une tendance de fond, mais qui est globale, qui touche pas que le vin, où c'est pas une période forcément faste, en tout cas pour le commerce, quoi, je dirais globalement. Ouais. Okay. C'est d'autant plus là qu'il faut jouer des coudes, quoi, qu'il faut faire sa place. Ouais. Ok. L'avenir du domaine. L'avenir du domaine. Est-ce que tu as des projets là? Tu parlais du coup d'investissement. Il y a le fait de progresser dans les techniques. Tu parlais dans la technique d'épandage, etc. Là, c'est quoi les projets pour les prochaines années là? Bon, le groupe, en tout cas les projets, en tout cas, on va dire, si on part sur la partie viticole, là l'idée c'est de stabiliser le domaine à 24 hectares. On va dire qu'on est au bout du projet que je m'étais mis en place lors de l'arrivée, c'est-à-dire de restructurer un peu la partie vignoble. Donc ça, c'est gentiment fait. Bien sûr, il y aura peut-être des évolutions, des petites nouvelles plantations, mais l'idée, c'est vraiment de stabiliser ces 24 hectares de vignes, de stabiliser la gamme des vins, tout en étant de plus en plus juste, de plus en plus précis dans le travail qu'on fait, et à la vigne et à la cave. Et avec le temps, essayer d'avoir vraiment cette reconnaissance des pairs, des cavistes, des restaurateurs, de tout le monde pour avoir un peu une identité, qu'on soit reconnu. Donc ça, je pense, pour moi là, c'est un peu un objectif, on va dire aussi commercial, qui est important pour moi dans les années à venir. Et après, bien sûr, il y a des projets. Il y a un projet en cave aussi, puisque je pense qu'il y a certaines choses que j'ai envie de faire que je ne peux pas faire dans ma cave par rapport à la manière dont elle est organisée, par rapport à la cuverie que j'ai. Donc, c'est-à-dire c'est-à-dire que j'aimerais me passer de certains outils que j'ai aujourd'hui et les remplacer par de nouveaux. Alors, si je te prends un exemple, aujourd'hui, on fait par exemple, si je prends les blancs, on vendange nos blancs dans des cagettes, et puis on vient apporter ces cagettes individuellement à la main dans le pressoir directement. Donc il y a une question de manutention là qui est quand même assez importante, et j'aimerais réfléchir à optimiser, en fait, si tu veux, cette réception de vendange en passant beaucoup plus par des tapis, par exemple, des tapis convoyeurs.
Les tapis convoyeurs me permettraient aussi de ne pas utiliser la pompe à marre, puisqu'aujourd'hui c'est aussi beaucoup passe par la pompe à marre, qui est une vis sans fin qui permet en fait de pousser la matière solide, mais qui a une certaine action en fait, si tu veux, sur les raisins, mécanique sur les raisins. Et globalement, cette pompe à marre, j'aimerais à terme m'en défaire. Mais pour m'en défaire, voilà, il me faut plus de convoyeurs, plus de tapis, réfléchir un petit peu à l'organisation générale de la cave. Toujours dans l'idée finalement de s'approcher au plus près du raisin qui sort de la vendange. Tout à fait, ouais. C'est un chemin le plus direct possible, et en tout cas le plus maîtrisé possible. En tout cas, faire tous les choix. Voilà, respecter l'intégrité du fruit jusqu'au bout, quoi, en fait. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Donc voilà, c'est des investissements comme ça. Mais bon, ça ne veut pas dire qu'en faisant ces investissements qu'on va forcément faire du meilleur vin. Il y a d'abord vraiment tout le travail à la vigne qui je pense, est prioritaire. Après, c'est vrai que là, sur la vigne, mise en place de cette taille douce qui se met en place gentiment. Pas mal d'essais l'année dernière, on a fait des essais sur des couverts de blé tendre, parce qu'on a, grâce à un conseiller agronomique, on a vu que le blé avait une certaine maladie de la fusariose. Enfin, c'est aussi un couvert, ça veut dire quoi? Un couvert, c'est implanter un couvert végétal en fait. C'est-à-dire qu'au milieu de la vigne, tu plantes du blé? Ouais. Ok. Tout à fait. Tu peux planter. Alors le blé, ça se voit pas trop. D'habitude, ce qui est plus classique, c'est de planter de la févrole ou des légumineuses globales qui vont restituer de l'azote au sol. Et nous, cette année, donc on a planté du blé tendre dans la vigne, parce qu'en fait, dans le blé tendre, tu vas retrouver de la fusariose, et la fusariose en fait est antagoniste du mildiou. Donc c'est comme un anti-mildiou, si tu veux, naturel, quoi, si tu veux. Bon, je pourrais pas te dire si ça a marché parce que l'expérience date que de cette année, mais c'est quelque chose qu'on va continuer à suivre. Voilà, je sais pas, c'est trouver des pistes en fait, trouver des pistes pour travailler avec le vivant aussi autour de nous pour améliorer en fait la santé globale de nos sols, de nos vignes et travailler là-dessus, quoi. Ok. Écoute, beau projet. Est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose? Un truc auquel j'ai pas pensé. Je sais pas, il y en aurait plein. C'est pas très bon pour moi, ça. Non, c'est pas très bon pour toi, mais qu'il faut que je t'induise vers une question que je veux pas que tu me poses. C'était la question d'après, une question que tu voulais pas que je te pose. Non, pas spécifiquement, je pense. Non, on a fait un bon tour. Si toi, tu devais me dire d'aller voir un vigneron, n'importe où en France, ce serait qui et pourquoi? Je t'enverrai chez Antoine Bernardin, qui est mon nouveau voisin qui s'est installé sur la Vernose depuis 5 ans maintenant, qui a repris des vignes qui étaient... c'était des vignes qui servaient à vigner... Enfin, des vignes qui étaient en place. Il a repris ses vignes il y a 5-6 ans et lui fait un très beau travail là sur ses terrasses de Garonne. Je pense que c'est quelqu'un qui pourrait t'intéresser, et qui a une très bonne mentalité, une très bonne vision de la vigne, et qui, contrairement à moi, lui a vraiment pu monter son projet depuis de zéro, et qui fait une belle ascension depuis qu'il s'est installé. C'est un truc que tu as dans un coin de ta tête, du coup? Peut-être un jour repartir de zéro quelque part? Non, parce que tant que je pourrais gérer ça ici, je le gérerai ici. Si vraiment s'il vient à se passer quelque chose ou je sais pas, quelconque raison, je pense que oui, je repartirai. Je ferai la même chose, mais ailleurs, ouais. Mais de zéro. Ouais, ok. Bon, ça marche. Écoute, merci beaucoup, Simon. Merci à toi. Franchement, c'est un plaisir. Et je te le dis, je pense que ça se sent dans l'épisode. Humainement, c'est chouette, quoi. Et je pense que dans les vins, en fait, on sent, ça transparaît dans les vins. Tu vois, c'est mon idée, en fait, de dire que
que finalement le vin, c'est le vin de quelqu'un, tu vois, ça sort pas de nulle part. Ouais. Et cette chaleur humaine, cette humilité, c'est des choses, je pense, qui se goûtent presque après. Tu peux le voir comme ça. Donc, non. Ok, merci beaucoup. Merci à toi, Hugo.